Il va armer la frappe. Course magique, le Monégasque. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief du 16e de finale de Coupe de France. Monaco se déplaçait à Rodez, la revanche de l'an dernier. Et Monaco ne s'est pas fait peur cette année. Monaco s'est imposé 3-1, un triplé du capitaine Wissam Ben Yedder, alors que les Ruténiens, si je ne dis pas de bêtises, avaient égalisé à la 21e par Mambo. Mais derrière, Monaco a fait le job. Et pour m'accompagner, je serai avec Flo. Salut Flo. Salut le Rome, salut tout le monde. Et oui, c'est le pay-per-view là, c'est la revanche, Ça. Le match tant attendu, le match de boxe. Ah, on se rappelle, hein, l'année dernière, Monaco menait 2-0 et semblait en maîtrise avant d'être rejoint, puis de perdre au penalty, avec en plus une balle de match pour Golovin, qu'il avait lamentablement mis au-dessus de la barre, si je dis pas de bêtises. Donc ouais. Voilà, cette année c'est résolu. Monaco donc se qualifie pour les 8e de finale, et maintenant on va attendre le tirage qui aura, je suppose, lieu lundi soir comme pour la dernière fois, mais j'ai pas l'info exacte. Bon, maintenant mon Flo, on va commencer par le j'aime pas. Qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as moins aimé de cette qualification? Alors j'ai pas de j'aime pas, j'ai un j'aime sur le match assez rapide, et en fait j'ai trois petits j'aime très rapides. Mon premier j'aime, c'est que enfin une victoire où finalement on n'a pas trop tremblé, on a eu des moins bons passages, des meilleurs passages, mais au final, surtout sur la deuxième mi-temps, surtout grâce au score finalement, on finit par une victoire tranquille, et ça fait du bien, une petite victoire tranquille. Et mes deux autres j'aime, c'est des multisports. Alors le premier, c'est Cyprien Sarrazin, quand même premier vainqueur à Kitzbühel français depuis 26 ans. Bon, et là deux fois. Ouais, et ça fait en 3 semaines, il fait quand même 3 victoires. Donc c'est voilà, A Star is Born. Cyprien Sarrazin. Si vous n'avez pas vu son nom, allez googler. Et le lancement de la PWHL, alors ça c'est la ligue féminine de hockey professionnel. Bon, c'est un petit cri du cœur, mais si vous aimez le hockey, allez voir cette ligue. C'est surprenant de talent, et l'écart est beaucoup moins prononcé homme-femme que dans d'autres sports. Sans vouloir offenser qui que ce soit sur d'autres sports, mais en tout cas, une super ligue féminine qui s'est lancée début janvier. Voilà. Ok. Oui, non, mais je te rejoins. En tout cas, le sport dont on va parler évidemment ce soir, je pense que c'est le sport où l'écart visuel est le plus important. Voilà. Autant tennis, handball évidemment, je vois peu d'écart visuel. Il y en a évidemment, mais c'est vrai que le foot, l'écart est quand même assez incontestable entre les féminins et les masculins. De mon côté, moi, mon j'aime, ça va être toujours pour notre capitaine, pour Ben Yedder, quand même, triplé. C'est sans doute le dernier triplé qui va marquer sous nos couleurs, donc il faut quand même s'en rappeler. Et puis voilà, ça lui fait 111 buts. Il se rapproche de cette seconde place, de mon fil rouge depuis maintenant quelques mois, où on sent qu'il peut le faire. Il n'est plus qu'à 4 buts. Ça sent quand même bien parti pour lui, pour dépasser Kossou et pour finir second meilleur buteur de l'histoire. Maintenant, il faudrait ajouter à ça un titre. Ça sera pas la Ligue 1, donc il reste que la Coupe. Donc maintenant, c'est all-in sur la Coupe. Il reste 4 matchs. Alors peut-être. Voilà. Et mon j'aime pas, ça va être la première mi-temps, qui a quand même pas été grandiose. Et si on n'avait pas eu un bon Majeki dans les cages, on aurait pu peut-être se faire un peu plus peur, puisque mené au score, Rodez aurait certainement encore plus fermé le jeu, et on ne sait pas comment ça se serait passé. Donc Majeki fait quand même un gros arrêt dès le début du match pour empêcher l'ouverture du score. Il retarde l'égalisation qui finit par arriver. Mais voilà, il a fait un vrai bon match, et d'ailleurs ça sera notre sujet d'un petit débat. Mérite-t-il d'avoir sa chance? C'est vrai que c'est un petit peu un sujet qui revient depuis Nubel, tout simplement. Et Keun est certes un meilleur gardien que Nubel, mais pas extraordinaire. Et Majeki, là, ça fait 2 matchs qu'il est très bon. Et
Donc, est-ce qu'il mériterait pas d'avoir sa chance réelle en Ligue 1? Ça sera certainement pas le cas, mais bon, voilà, ça sera en tout cas le débat. La compo maintenant, Flo, on le sait, hein, beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs à la CAN, Minamino à la Coupe d'Asie. Est-ce que vraiment il y avait des grosses surprises dans cette compo? Ben, on avait des joueurs qui rentraient justement pour pallier un peu ces absences. Donc on avait Matsima qui rentrait donc en défense. On va vite faire la compo. Donc Kerrer, Zakaria, Matsima, Ouattara, Vanderson sur les côtés, Diop, Fofana au milieu, Golovin en 10 et Ben Yedder, Balogun devant. Alors c'était ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait on va dire une certaine adaptation du dispositif tactique en fonction de avec ou sans ballon. On était on va dire en 3-3 avec simplement Fofana en fait en milieu défensif et les deux pistons, et en fait Ethan Diop venait à côté de Golovin, donc 3-3-2-2 en fait, avec Golovin, Ethan Diop et les deux attaquants devant. Et en phase défensive, c'était plus la compo que je viens de donner, avec Ethan Diop qui repasse à côté de Fofana. Et donc il y avait une petite, voilà, avec une certaine liberté dans les quatre de devant, en fait. Il pouvait un petit peu se placer n'importe où. On a vu Ben Yedder beaucoup décrocher, Golovin aller un peu partout comme d'habitude, etc. Mais donc les deux, j'ai envie de dire les deux, la grosse rentrée, c'est Ethan Diop, c'était sa première titularisation. Bon, on va en reparler, hein. Et puis sinon, la question c'était peut-être Matsima, quel choix de défenseur mais je trouve que finalement Magassa fait pas des matchs éclaboussants, hein, sur ces derniers temps depuis la CAN. Donc pourquoi pas finalement donner sa chance à Matsima, même si on n'est pas convaincu de son niveau intrinsèque, mais ça faisait du sens finalement de lui donner sa chance. Ouais, moi rapidement sur la compo, je suis content parce qu'on retrouvait nos deux attaquants devant, Ben Yedder et Balogun ensemble. Voilà, si tu le fais pas contre Rodez, tu le feras jamais. Donc il l'a fait, ça c'était un bon choix. Et puis après, clairement, ça ressemblait un petit peu à une sanction, hein. Maripane et Magassa, qui avaient été désastreux le week-end dernier face à Reims, se retrouvaient étonnamment sur le banc. Donc évidemment, avec les absences combinées à la blessure de Matarazzo, Diop avait sa chance au milieu de terrain. Et puis Matsima, et ça refaisait évidemment redescendre Zakaria, encore une fois, au poste où j'ai envie de le voir évoluer. Donc voilà, donc j'étais plutôt satisfait de cette compo. Après, pas de grande surprise, et un banc, une nouvelle fois, forcément assez faible, sorti de Akliouche. Le reste était assez faible, voire inconnu au bataillon, ou presque. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais on a eu le d'un tout nouveau joueur dans les tout derniers instants. La rencontre, Flo, à proprement parler, cette première mi-temps, moi, c'est quand même un peu le sentiment que j'ai eu, c'est que c'est quand même un peu fait peur, hein, sur cette première mi-temps. Ouais, les premières, en tout cas les toutes premières minutes, on voit que il y a une fébrilité défensive à peu près, terrible. Ils vont très vite, hein. Ouais, même étonnante. Ouais, on a presque l'impression que ils sont l'équipe de Ligue 1 et on est l'équipe de Ligue 2. En fait, ils se projettent très très vite vers l'avant, et donc dès qu'il y a de la rapidité, de la vitesse, bon, pourtant il n'y avait pas Maripane sur ce match, mais on voit que même sans Maripane, on a du mal dès qu'il y a un petit peu de vitesse et de jeu direct du côté adverse. Et du coup, voilà, dans ces 3 premières minutes, en fait, il y a 2 grosses occasions l'une après l'autre, et comme tu l'as dit tout à l'heure, donc d'abord une frappe de loin, et après il y a une frappe à bout portant sur laquelle Majeki est bien présent et bien placé. Est-ce que c'est une énorme parade? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, il est là, et il nous sauve bien. Il nous sauve bien là-dessus. Après, bon, on va avoir ce sentiment, c'est vrai, la plupart, en tout cas la première partie de la première mi-temps, que vraiment dès qu'ils ont la balle, et ils se projettent très vite devant, et ça va être, c'est vrai qu'il y aura toujours un peu une menace de ce côté-là,
mais en même temps, il y a une fébrilité défensive de leur côté. Voilà, on sentait deux équipes qui avaient de l'allant offensif et de la fébrilité défensive. Et du coup, ça se voit et ça nous sourit en fait, puisque nous, sur leur fébrilité à eux, on chope ce péno à la 9e. Ouais, Péno à la 9e, belle passe en profondeur et il y en aura deux, hein, parce que les deux premiers buts sont assez similaires puisqu'il y aurait eu penalty si Ben Yedder n'avait pas poussé le ballon sur le deuxième dans le but vide. Donc voilà, Golovin pour Balogun, Balogun qui se fait attraper. Le penalty est bien tiré par Ben Yedder assez habituellement, même si sa course d'élan est à la limite quand même du réglementaire avec le saut, quand même pas loin du temps d'arrêt. Bon, après, c'est jamais vraiment sanctionné, ça. Je vois pas trop vraiment où est la règle exacte dans tout ça. Mais voilà, Monaco mène au score, plutôt contre le cours du jeu, malgré tout. Et Rodez va égaliser, Flo, une dizaine de minutes plus tard. Et t'en as pas parlé, mais dès la deuxième, il y avait déjà eu un coup franc un petit peu dangereux qui avait été légèrement dévié par un joueur de Rodez. Le ballon était passé très près du poteau. Ce coup-ci, le ballon est parfaitement tiré, mais c'est surtout l'étonnante solitude du joueur ruténien qui est problématique. Il y a grosse faute de marquage. Ah ouais, non, mais des grosses occasions, comme tu as dit, il y en a même une avant, trois minutes avant, il y a encore un tir qui arrive sur Majeki. Oui, c'est tout simplement Kerrer qui lâche son marquage. J'ai envie de dire tout simplement, mais après c'est sûr que c'est grave quand on est footballeur professionnel et du coup, le défenseur, il me semble que c'est un défenseur d'ailleurs qui fait cette tête. Il est à 2 mètres des cages, mais il a plus qu'à juste pousser la balle tout droit avec la tête et c'est un but même pas dans un fauteuil, dans un sofa bien confortable et c'est dommage de prendre un but comme ça parce que sur des phases arrêtées évidemment, surtout sur une faute de marquage de ce type-là. Encore une fois, ça donne encore une fois le sentiment que l'équipe d'un niveau supérieur sur cette première demi-heure, en tout cas, c'est presque Rodez. Mieux organisé sur les coups de pied arrêtés notamment. Mais bon, c'est brouillon globalement en fait, et ça va continuer d'être brouillon jusqu'à la fin de la première mi-temps. Après de ce but, de cette égalisation jusqu'à la 40e. Le jeu est très très brouillon des deux côtés, quoi. Oui, il se passe pas grand chose. On a plutôt le ballon, mais on n'en fait pas non plus grand chose. On n'arrive pas trop à se procurer de vraies situations. Il y a quelques centres qui arrivent, qui peuvent mériter une meilleure conclusion, mais on arrive souvent, enfin, on n'est pas à la conclusion tout simplement. Il n'y a pas d'attaquant au bon endroit, soit parce que les centres sont pas dans le timing, soit parce que c'est l'attaquant qui est pas assez prompt. Mais c'est vrai que là, on se sent pas en danger. On sent quand même qu'on est plutôt supérieur à Rodez à partir du 1 partout, mais c'est vrai que on n'est pas dans une grande confiance. La sensation au milieu de terrain que il manque peut-être un joueur. Et d'ailleurs, certainement que j'allais dire Philippe Clément, excusez-moi, que Adi Hutter a eu cette impression lui aussi, puisque dès la mi-temps et pour du coup la deuxième semaine consécutive, il fait un changement dès la mi-temps. Et ce coup-ci, c'est pas Akliouche qui sort, mais c'est Akliouche qui rentre. Et c'est Eden Diop qui en fait les frais. Il sera dans nos flops parce que sa mi-temps a quand même été très compliqué. Et c'est vrai qu'à partir de là, on sent quand même que Monaco va mieux. T'en parlais dans le système de jeu, le fait que quand on avait le ballon, on se retrouvait plus avec 2 numéros 10. Malgré tout, Akliouche a plus ce profil-là que Eden Diop. Donc ça a facilité quand même bon nombre de choses. Ah oui, non, c'est le jour et la nuit. On reviendra sur Diop, mais en un mot, il a été complètement inexistant et Akliouche est, à l'inverse, omniprésent sur les premières actions de jeu. Et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'à partir de l'égalisation,
on se sentait presque supérieur. Rodez a en fait, à partir du moment où ils ont égalisé, peut-être mis moins d'allant offensif. Justement, cette vitesse qu'ils avaient mis sur les 20 premières minutes, on l'a moins vu tout au long de la partie, peut-être un peu en fin de match. Et donc du coup, sur cette deuxième mi-temps, par contre, non seulement on va se sentir supérieur, mais on va en plus avoir les occasions et on va dire la qualité de jeu. Et honnêtement, Akliouche change beaucoup de choses, il apporte ce lien. Et c'est là où on voit que Golo est toujours, voilà, fait toujours partie du lien offensif, mais que d'avoir un deuxième milieu créatif avec lui, ça l'aide toujours à ne pas avoir trop de poids, à avoir tout à gérer. Et Akliouche joue bien ce rôle-là, hein, parce qu'on va voir, on va le voir hein, sur les buts. Golo est souvent dans le coup, et Akliouche finalement aussi sur ce but qui arrive à la 50e. Il y a déjà juste avant, je veux le noter, une séquence. Franchement, cette séquence était, je sais pas si elle t'a marqué, mais 1 minute avant le but, il y a une séquence mais magnifique de passe. Qui déboule finalement sur une frappe de Vanderson qui est au-dessus. Mais et en fait, 1 minute après, bon, une petite combinaison moins longue que celle-là, mais petite combinaison Golovin à Kliouche et qui envoie dans la course Balogun. Et donc là, il pousse le ballon, il frappe. Alors, il frappe, il me semble, le gardien et même son vis-à-vis défensif. Enfin, il prend un bon tampon. Et la balle roule vers le but. Comme tu le disais tout à l'heure, il y aurait probablement eu péno si jamais il n'y avait pas but. Mais Ben Yedder suit l'action et pousse le ballon au fond des filets, ce qui fait but. Mais effectivement, le tampon sur Ballot aurait peut-être fait penalty quoi qu'il arrive. Oui, et puis pour faire plaisir à Adrien, c'est vrai que c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu carton sur la faute parce qu'il se fait quand même bien couper. Par contre, j'ai un peu de mal à comprendre réellement ce qui se passe. En plus, voilà, on est sur un match de Coupe de France, il n'y a pas 150 000 caméras. J'arrive pas à savoir qui touche le ballon. J'ai l'impression que Balogun ne la touche pas, mais qui vraiment la dévie parce que la passe de Akliou change de trajectoire, donc elle est touchée. Mais est-ce que c'est le défenseur, est-ce que c'est le gardien? C'est pas très clair sur les ralentis qu'on a eu. En tout cas, Ben Yedder ne se fait pas prier pour pousser un ballon qui allait rentrer dans les buts. Enfin, en tout cas, a priori, à quelques centimètres de la ligne. Ça fait 2-1 pour Monaco. Et Monaco va se mettre à l'abri quelques instants plus tard, Flo, sur un nouveau bon centre de Ouattara, qui, pour le coup, semble avoir cette qualité-là dans son jeu. Ah mais tout à fait, et je vais quand même mettre en valeur la petite remise de Golovin qui est quand même sympathique, il fait juste une petite touche qui lui met le ballon en profondeur, c'est magnifique. Et puis effectivement, Ouattara, ce centre fort rasant, deuxième poteau comme sur son premier match pour Akliouche contre Lens, hein, il me semble. Là c'est deuxième poteau pour Ben Yedder, donc le même quasiment en couleur, à part que Ben Yedder frappe croisée au lieu d'Akliouche qui a frappé décroisé, mais voilà. Donc du coup on est à la 58e, il y a 3-1. Rodez en fait était plus je vais pas dire inoffensif, mais était avait plus cet talent offensif qu'ils ont eu en début de match depuis maintenant quasiment la 20e, en tout cas la première demi-heure de jeu. Donc on se sent très à l'aise. Voilà, il y a à noter peut-être un petit festival de Ben Yedder côté gauche qui dribble 2 joueurs. Bon, on sait qu'il a cette qualité dans les petits espaces, mais de dribbler plusieurs joueurs l'un après l'autre, c'est quand même pas forcément son truc. Et en retrait pour Vanderson, bon, qui malheureusement frappe 3 mètres au-dessus. Si c'était dedans, ça aurait pu être en tout cas le but du jour, hein, je pense. Et à part ça, il y a un peu d'orgueil, on va dire, hein, je pense surtout de Rodez à la fin du match qui pousse, mais bon, sans qu'il y ait vraiment un danger. Ils ont 1 ou 2 situations en fin de match, mais Majeki est toujours bien placé. Mais oui, c'est vrai que donc juste pour terminer, ce but, voilà, Ouattara pour Ben Yedder, ça aurait dû être la semaine dernière si le gardien avait pas fait cette sortie digne d'un gardien de handball. Bon voilà, ce coup-ci, ça trouve les filets, et donc Monaco s'impose 3-1. Il y a eu 2 changements en fin de rencontre, j'en parlais tout à l'heure. Cartillier, qu'on a vu donc du coup pour la 2e fois avec le maillot monégasque. Bon, ce coup-ci, c'est vraiment pour quelques instants. Et donc la rentrée alors attendez,
parce que je suis pas sûr de... Mamadou, voilà, j'étais pas sûr de Mamadou Koulibaly, ouais. Mamadou Koulibaly, 19 ans, qui remplace Golovin, pareil, à la 90e. Donc bon, pas grand-chose à dire, évidemment, sauf que c'est ses premières minutes en pro chez nous, et on verra si c'est un joueur intéressant ou pas, évidemment. On n'en a pas vu assez pour pouvoir dire grand-chose. Donc voilà, le plus important, Monaco est qualifié pour les 8e. Les tops et les flops, Flo. Les tops même, j'ai envie de dire, il y en a 2 qui paraissent assez évidents. Je vais te laisser parler le premier. Ouais, mais même je veux pas dire grand-chose, parce que Ben Yedder, comme à son habitude, quand il fait un bon match, c'est des matchs où il participe un peu au jeu. Alors il y a cette action d'éclat dont je parlais à l'instant à la 42e, mais sinon il participe au liant, on va dire, dans ce rôle un peu de 9,5 qui décroche. Et puis après, en plus, quand il est efficace, quand il est au bon endroit au bon moment, voilà. Donc 3 buts, on pouvait pas le mettre top. Après, il y a pas plus de choses à dire que ça. J'ai envie de dire tant mieux, un attaquant qui fait son taf et qui là le fait plus que mieux, vu qu'il c'est son triplé. C'était l'année dernière, je pense presque jour pour jour, il met un triplé contre Ajaccio. Donc c'est vrai que ça lui arrive souvent de mettre 2 buts, 3 buts. Tant mieux. De toute façon, quand on a désormais 111, oui, c'est qu'il doit y avoir quand même au milieu quelques petits paquets. Moi, de mon côté, vous l'avez forcément compris, c'est Majeki qui nous a, on va peut-être pas aller jusqu'à sauver, mais en tout cas qui nous a enlevé potentiellement une épine du pied, voilà, j'avais pas le mot, en première mi-temps, parce que il empêche Rodez d'ouvrir le score, il empêche Rodez potentiellement pas de reprendre l'avantage d'un partout, mais à minima d'ouvrir le score à plusieurs reprises, donc une vraie bonne prestation pour lui, et puis on y reviendra de toute façon dans quelques instants dans le débat. Flop, désormais, Flo. Je peux mentionner... Oui, excuse-moi. Je peux mentionner Fofana, Kliouche, rapide. Non, parce que je trouve vraiment pour moi c'est quand même à mentionner. Fofana, je pense, fait un match. J'étais tellement heureux aujourd'hui. Je te l'ai même pas dit en off tout à l'heure, Rome, mais de voir Fofana à sa place, qui jouait 6, qui donnait les ballons, mais qui donne les ballons qu'il peut donner, pas les trucs. D'ailleurs, à un moment donné, on le voit, il est dans la surface. Il est devant le gardien, il peut mettre une frappe, il se rate complètement. Bon, mais la plupart du match, parce qu'on a eu justement ce système où il y avait qu'un seul milieu défensif et que c'était le seul. Mais en fait, je l'ai trouvé très à l'aise, très bon dans les phases défensives et de récupération, et voilà, quasiment, j'ai envie de dire 9 fois sur 10. Positif aussi dans le jeu vers l'avant, alors que quand il est devant, c'est plus, au lieu de ça soit 9 fois sur 10, c'est peut-être 6 fois sur 10, c'est peut-être 5 fois sur 10. Donc moi je l'ai trouvé très bon, et j'espère le voir plus dans ce registre-là à l'avenir. Et puis à Kliouche, parce qu'il a fait la diff, quoi. Il a créé le lien entre milieu et attaque qu'il n'y avait pas en première, et donc il a touché un nombre incalculable de ballons en deuxième mi-temps. Il était dans tous les bons coups. Il y a beaucoup de justesse chez ce gamin. Et tant mieux. Vraiment, il nous fait quand même une bonne diff sur ce match. Oui, c'est clair. Mais justement, il est rentré à la mi-temps puisque le titulaire avait eu beaucoup de mal. Edan Diop, c'est notre flop, Flo. Oui. Alors voilà, on est obligé de parler de Damien, parce que c'est son chouchou depuis toujours. Alors on se posait la question avec toi, pourquoi. Non, mais on a entendu du bon sur ce gamin-là, notamment dans les équipes de jeunes et ce qu'il a fait là-bas. Après, ce qu'il a fait franchement en pro, certes, il fait quelques bonnes entrées à droite, machin, mais c'était sa première titularisation. Tu joues contre une Ligue 2. Alors, encore une fois, tu dis, il jouait un peu plus haut que ce qu'il joue d'habitude, mais même dans l'apport défensif, il y a rien. Dès qu'il touche un ballon, il y a forte chance qu'il y ait ballon perdu, ou en tout cas, on sent voilà, il y a un souci de niveau chez ce gars-là. Je pense que ce match-là, il va être critique pour sa carrière, en tout cas chez nous. Je pense qu'il y a une très mauvaise prestation sur ces 45 minutes.
et ou s'allumer un coup de pied dans le derrière, et il travaille 10 fois plus à l'entraînement et puis il nous montre quelque chose d'autre le jour où il rentrera, ou c'est peut-être le début de la fin pour lui chez nous. Alors c'est peut-être un peu vite de dire ça pour un gars qui a fait que quelques bouts de match avec nous, mais ça fait quand même depuis l'année dernière qu'il est dans le secteur, et il a jamais vraiment montré grand-chose d'étincelant, quoi. Et certainement pas aujourd'hui. Non, là, c'est vrai il avait sa chance de se montrer un peu plus. Il l'a pas saisi. Malgré tout, là où je te rejoins un peu moins, c'est qu'il va encore l'avoir, sa chance, puisque Ouais. avec les absences actuelles, on va le revoir encore. Alors, peut-être pas titulaire, ça c'est vrai. Mais encore que, il faut voir qui on va prendre en huitième. Alors, il n'y a plus beaucoup de petites équipes, hein, pour l'instant. Cette année, quand même, les équipes de Ligue 1 font plutôt le job. Le taf, ouais. Mais on fait, bah, après, il y a eu juste l'élimination de Nantes, voilà, qui a perdu contre Laval tout à l'heure. C'est la seule vraie surprise pour l'instant de ce tour. Mais au tour d'avant, il y avait eu très peu de déchets chez les équipes de Ligue 1. Et une équipe comme Lens, par exemple, avait certes perdu, mais c'était contre une autre Ligue 1. Donc il fallait, de toute façon, bien qu'il y en ait une en moins. Moi, j'ai pas de flop sur ce match. On s'est dit malgré tout un petit peu en off que Kerrer pour sa première mi-temps était dans les joueurs un peu plus en difficulté, fautif sur le but, donc forcément c'est pas un bon point pour lui. Et j'aurais aussi envie de rajouter un Vanderson qui pareil fait pas un très gros match, a quand même plusieurs situations de but qui gère très mal, où les frappes sont vraiment ratées. Donc voilà, c'est pas un mauvais match, mais on en attend plus, et c'est surtout que ça fait un petit moment que c'est comme ça. S'il me fait la même prestation de cet après-midi, mais en sortant d'une ou deux grosses prestations, j'aurais pas le même regard là. C'est juste que ça s'accumule un peu les prestations moyennes. Donc j'attends de retrouver un bon Vanderson qu'on avait plutôt eu sur une partie de cette première partie de saison, et voilà, là c'est un peu plus compliqué ce début d'année 2024. Le reste de l'équipe, Flo, notre défense, donc on l'a dit, Kerrer plutôt décevant en première, mais qui s'est bien repris en deuxième. Que dire de Zakaria replacé central, et donc Matsima qui formait donc le reste de cette défense. Ben, Zakaria, honnêtement, je sais que tu l'aimes bien dans cette poste-là, mais bon, on va pas lui en tenir rigueur. Ça n'est qu'un match, c'est un match de Coupe de France. Il fait une meilleure deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, il y a beaucoup de soucis dans les duels aériens. Les premières occasions de Rodez dans les toutes premières minutes, il est fautif sur 2-3 duels. Et moi, à la fin de la première mi-temps, je me dis quand même un truc incroyable. Je me dis, mais Matsima est de loin notre meilleur défenseur entre Matsima, Zakaria et Kerrer. Bon, sur la deuxième mi-temps, Zakaria et Kerrer, ça va être quand même un peu mieux. Et Matsima, ça va être correct tout le long de la partie. Alors, est-ce que ça change grand-chose sur le fait que Zakaria, je pense que en règle générale, c'est quand même une valeur relativement sûre. Mais c'est un de ses moins bons matchs avec nous, je pense, alors qu'il n'y avait pas tant d'attaques rutaniennes. Il m'a pas rassuré, quoi. C'est pas le gars qu'on a vu justement sur les premiers matchs qu'il fait avec nous en défense centrale, qui était impérial. Bon, contre une Ligue 2, ça m'a pas trop rassuré, mais à voir par la suite. Et Matsima, plutôt correct, plutôt bon, même sur les relances, il coupe bien les passes, il est plutôt bon dans les duels. Presque un Matsima qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps, quoi. C'est-à-dire depuis quand il faisait des bouts de match au début avec nous, comme on en parle à chaque fois, son match à Paris, et puis les quelques matchs qu'il fait après où il est pas si mal. Voilà, on va dire là, si on compare juste match à match, tu peux dire Matsima au-dessus de Magassa, par exemple. Bon, encore une fois, ça n'est qu'une Ligue 2, ouais, donc il faudrait revoir Matsima. Ouais, voilà. Donc à voir. Mais ouais, plutôt d'accord. Ouattara, rapidement, je veux en parler. Écoute, c'est plutôt pas mal. Quand on l'avait vu rentrer là au mois de décembre, on avait quand même vu pas mal de choses assez inquiétantes. C'était sur des bouts de match, hein, mais c'était pas. Enfin, c'était sur un bout de match d'ailleurs, mais c'était vraiment pas génial. Écoute, il est une nouvelle fois passeur décisif. Il semble avoir un bon pied gauche. Il semble aussi pas avoir de pied droit. Alors vraiment pas, parce que
pas la sensation que, à l'instar quand même d'un Caio qui a les 2 pieds et qui du coup lui est capable de revenir vers l'intérieur et même de centrer du droit. Je suis pas convaincu que lui, il en est capable. Alors il est jeune, hein, il va peut-être pouvoir travailler ça, mais il y a quand même un peu d'inné dans le fait d'être ambidextre et visiblement il l'est pas du tout. Mais bon voilà, c'est plutôt bien. Et puis voilà, encore une fois, évidemment, Caio n'est pas là et encore pour un bon bout de temps. Jacobs est loin d'être un titulaire indiscutable, donc s'il confirme encore pendant ces prochaines semaines, a priori, c'est même sûr je crois, parce que je crois qu'ils ont 6 points, le Sénégal va sortir des poules, donc Jacobs va rester encore un petit peu de temps à la CAN. En plus quand même le Sénégal fait partie des 2-3 gros favoris. Donc on peut penser qu'ils vont aller au bout, pas loin, donc il va continuer à enchaîner les matchs, et écoute, s'il continue à enchaîner des prestations de ce type, bah, il faudra réellement le mettre en concurrence avec un Jacobs qui a eu des périodes plutôt correctes, mais qui a rien montré de bien terrible, en tout cas de bien supérieur à ce qu'on a vu là de Ouattara en ce début d'année, donc à voir. Fofana, t'en as parlé plutôt dans les bons éléments. Milieu offensif, désormais, on a parlé du sortant et de l'entrant de la mi-temps. Mais le titulaire indiscutable, évidemment, taulier maintenant de l'équipe, il ne se blesse plus. C'est quand même la grosse différence. Ça fait 2 saisons maintenant qu'il est plus blessé. Et même s'il y a des hauts et des bas, même si c'est pas Bernardo Silva, on est bien d'accord, ça reste quand même peut-être notre meilleur joueur. Que penser de la question de Golo? Ben, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire, ouais, mais c'est ce qu'on dit justement. On dit ça beaucoup dans le hockey. C'est quoi ton big game? C'est-à-dire que quand t'as un moins bon match, à quel niveau tu es? T'as des joueurs qui sont terribles quand ils ont un coup de mou. Oui, il a un plancher, Golovin, quand même, quand il est moins bon, voilà, il a un plancher qui est quand même tout à fait correct. Je dirais qu'aujourd'hui, il a été un peu au-dessus de son plancher, même quand on dit qu'il fait des moins bons matchs, qu'il est moins présent. C'est un gars qui, par sa qualité technique, il bonifie quand même les ballons. Donc, quoi qu'il arrive, ça, il le perd pas du jour au lendemain. Donc, c'est quand même. Et là, sur ce match-là, ben, j'ai trouvé que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a cette petite déviation pour Ouattara pour son centre. Il y a ces petites combinaisons avec Akliouche pour le but de Ben Yedder. En fait, ça lui permet, quand Akliouche est rentré en deuxième mi-temps, ça lui permet parce qu'il a toujours été décisif finalement. Donc ça lui permet d'être là au bon moment, quand il faut, le bon geste, généralement la bonne passe. Et voilà. Et moi, c'est un match que je trouve, il est pas flamboyant, mais il est là où il doit être. C'est-à-dire que quand on a besoin de lui, ben, il participe, et souvent décisif pour dans l'exaction de but, quoi. Bah, c'est vrai que pour le coup, on en a parlé une petite heure avant l'émission de hockey, puisque toi c'est un sport que tu adores et moi j'aime bien. Je suis pas autant fan que toi, mais c'est quand même un sport que j'aime bien. Et c'est vrai qu'au hockey, dans les assistances, il y a aussi l'avant-dernier passeur. Chose qui n'arrive pas au foot. Et ben c'est vrai que Golovin, il est aussi souvent cet avant-dernier, celui qui fait la petite déviation, la petite touche, qui fluidifie un peu le jeu, qui crée le décalage sur du coup le dernier passeur. Et c'est vrai que ça rentre pas dans les stats à proprement parler, mais ce soir en tout cas, c'en est l'image parfaite, puisqu'il l'a fait à plusieurs reprises. Donc oui, voilà, c'est plutôt un bon match, et c'est vrai qu'il a plutôt un plancher, en tout cas technique, qui est réellement haut. Moi, historiquement, ce qu'on peut un peu plus lui reprocher, c'est que son plancher aussi, il y a quelques matchs où en fait, c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est fantomatique. C'est que tu peux pas dire qu'il a été nul parce qu'il a tout raté, mais tu peux dire, bah en fait, il s'est caché, quoi. C'est que il n'a pas participé réellement au match, et c'est un peu dommage. Voilà, moi c'est plus là où je situe son plancher, quoi. Je le trouve jamais nul, mais je le trouve de temps en temps trop absent, et c'est un petit peu dommage. Enfin, pour terminer, Balogun, donc pas buteur. Moi c'était mon pari, hein, c'était même un doublé, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, entre guillemets. Ouais. Il provoque un penalty et demi. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Ben, en comparaison à Golovin, je pense que c'est un joueur,
quand on l'a vu arriver, je pense qu'on aurait pu croire que son plancher était au-dessus de ce qu'il est. Je pense que c'est pas un joueur exceptionnel, qu'il faut qu'on se fasse à l'idée que c'est pas un attaquant. C'est l'attaquant qu'on a vu à Reims, c'était un attaquant qui jouait dans une petite équipe, qui jouait, enfin petite, encore une fois avec tout le respect qu'on doit à Reims, mais qui jouait beaucoup en contre, donc ça lui donnait beaucoup d'espace, etc. Je pense qu'Arsenal veut pas, a dû s'en rendre compte. Donc c'est un joueur qui est en train de trouver sa place, je pense, dans l'équipe, qui est meilleur dans certaines déviations, chose qu'il faisait pas du tout à son arrivée. Donc il s'est vraiment bonifié là-dedans, dans un peu ce jeu de pivot, parce que finalement, même quand il jouait avec Ben Yedder qui est un peu un faux meneur attaquant, il va souvent décrocher, etc. Donc Balogun se retrouve assez souvent devant, plus ou moins, à jouer ce rôle de pivot. Donc il fait ça un peu mieux, et puis il choisit un peu mieux ses courses. Donc voilà, on l'a vu sur 2-3 actions, notamment l'action qui mène au penalty et l'action qui mène au deuxième but. Ben, il participe. Voilà, il marche pas sur le haut, il est pas au-dessus de qui que ce soit, mais il joue son rôle. Voilà. Donc c'est positif. Moi, j'en entends moins de lui du coup maintenant et à l'avenir, mais je sens qu'il rentre un peu plus dans le moule de l'équipe, quoi. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, parce que ça risque quand même d'être ça peut fonctionner avec Mbolo? Ah ben je pense qu'il y a Ils ont un quand même pas tout à fait le décalage même de profil. niveau. Ah oui, non, mais ça, ok. Mais c'est quand même deux profils différents. Mbolo, c'est pas du tout le même profil que Ben Yedder, mais c'est quand même pas non plus le même profil que Balogun, donc. Ben, si jamais on joue en Ligue des Champions et qu'on pense mettre le but. Oui, allez, j'y vais. Ah bah et si, que, non, mais si, et si que, t'en mets et qu'un, qu'on tu mets pense quand Mbolo, mettre le but. Oui. Non, mais c'est ça. Mais oui, mais voilà, dans des situations, je vois plus à l'avenir. Pour moi, Mbolo a beaucoup déjà de caractéristiques que Balogun a, voire plus. Il a peut-être pas la vitesse et c'est à peu près tout. Oui. Sinon, Mbolo, c'est quand même au-dessus dans tout le reste, quoi. Que ça soit même sur la finition, il est plus vieux, c'est vrai aussi. Mais sur le côté justement jeu en pivot, il n'y a pas photo. Surtout sur la vision de jeu, les qualités de passe qu'a Mbolo, c'est à chaque fois je le trouve surprenant. Donc voilà, c'est comme tu as dit, pas les mêmes profils, mais si jamais un jour on joue en contre, qu'on veut des flèches devant, etc. Ben là, Balogun sera utile. Voilà. Mais je pense qu'en tant que titulaire, si jamais il fallait, si Mbolo était demain à 100% et qu'il fallait choisir entre les deux, pour moi, il n'y a quand même pas photo. Oui, maintenant tu reviens bien de là. C'est une grosse blessure qu'il a, mais c'est plus comme avant où quand les mecs se faisaient ça, bah, leur carrière était pas loin d'être terminée. Maintenant, on le voit dans tous les sports, les mecs qui reviennent, ils sont quasiment à 100% au bout de 5 mois, c'est... Bon, donc on verra. Moi, juste le seul petit bémol Balogun, j'en avais déjà parlé dans le conseil de classe, je trouvais qu'il était devenu limite trop altruiste. Pourquoi il frappe pas sur son énorme occasion en fin de match et il essaye de la mettre à Ben Yedder, alors que quand même il est dans les 6 mètres, alors l'angle est un peu fermé, mais on connaît sa qualité de frappe. Tu mets un pétard là-dedans, il y a quand même moyen que ça passe, quoi. Donc en plus tu mènes 3-1, donc tu peux te faire un peu plaisir, quoi. Donc voilà, c'est le seul truc, j'aurais bien aimé qu'il prenne sa chance pour pourquoi pas réouvrir son compteur but. Voilà, alors maintenant le petit débat, Flo, donc est-ce que Majeki doit avoir sa chance en Ligue 1 dans les semaines à suivre? Alors ce n'est pas va-t-il l'avoir, parce que là on peut penser que ça ne sera pas le cas, mais est-ce qu'il mériterait pas de l'avoir, cette chance? Moi, je pense si on part du fait que le gardien est un poste lambda, donc mais c'est pas le cas. Et voilà, c'est ça, et qu'on se dit que on regarde juste le niveau, un joueur par rapport à l'autre. Je suis d'accord. Après, je trouve, faut pas non plus, pour les gens qui auraient pas vu ce match-là contre Rodez, tu me dis si tu es pas d'accord, mais je trouve pas que Majeki fait un match époustouflant. Il est présent, il est toujours au bon endroit, il fait des arrêts, mais souvent, alors il y a un vrai bon arrêt en fin de match, mais souvent les frappes sont quand même sur lui. Je me souviens d'une action de but en première où il faut qu'il sorte, il y a une balle en profondeur, il faut qu'il sorte et il sort pas quand même. Chose que, comme on le connaît maintenant, Keun, il est quand même très bon dans ses sorties.
il aurait eu la balle avant l'attaquant. Je sais pas si tu vois l'occasion dont je parle, mais c'est une balle en profondeur où clairement il peut l'avoir s'il sort tout de suite. Ah ben je dirais c'est dans la première partie justement, dans cette première demi-heure. Et l'attaquant de Rodez qui est la 17e. Et Majeki ne sort pas, mais l'attaquant il lui tire relativement dessus. Donc du coup tu vois, t'en souviens plus et moi non plus, mais ça aurait pu faire but. Et donc bon, après voilà, et pour dire qu'il fait un bon match, voire un très bon match. Moi je dirais un bon match plus. Et sur le match d'avant, il fait aussi un bon match, voilà, bon match correct. Sur le niveau actuel, il y a 2 arrêts sur la séance de tir au but aussi. Oui, il y a 2 arrêts sur la séance de tir au but, etc. Donc, si on dit on veut faire jouer la concurrence, encore une fois, c'est un poste lambda. Oui, au prochain match, allez, je mets Majeki, je suis entraîneur de l'ASM, mais encore une fois, en se disant que c'est un poste lambda. Le problème, c'est que c'est le poste de gardien de but, que c'est le côté mental est juste démentiel. Et donc non, je pense que sur le niveau, les deux se valent, voire Majeki a une tendance un peu meilleure, mais il joue quand même que 2 matchs en Coupe de France, dont un match contre une Ligue 2. Il n'y a pas de gap gigantesque non plus, on n'a pas un Thibaut Courtois en devenir non plus, faut quand même pas rigoler. Et donc voilà, il y a un débat, c'est pour ça qu'on le fait. Après, je pense que ça va être bien de le voir. On est à chaque fois content de passer un tour, notamment pour voir Majeki jouer un autre match. Et ça va être bien de le voir jouer d'autres matchs. S'il y a une vraie déroute côté Keun, là, la question se posera bien plus. Parce que du coup, si le gardien titulaire, par son niveau de jeu, est mentalement à la rue, bon ben là, c'est généralement dans ces moments-là où tu peux justifier le fait de mettre le numéro 2. Mais c'est une bonne option. Et c'est bien d'avoir un deuxième bon gardien aussi. C'est rassurant d'avoir un deuxième bon gardien. Si Keun se pète, si Keun se fait sortir, on touche du bois, on n'espère pas, mais c'est quand même rassurant aussi. Ok, ouais, non, je suis plutôt d'accord avec ça, mais voilà, c'était juste pour avoir un petit débat sur ça, mais oui, évidemment, le poste de gardien est un poste particulier. Keun fait quand même aussi moins de grosses boulettes qu'au début de saison. Il prend pas mal de buts, mais il est quand même dernièrement rarement réellement fautif. Ouais, pour moi, il est toujours pas assez décisif. J'attends qu'il y ait quand même des vrais gros arrêts. Oui, il y a des gardiens qui, entre guillemets, arrêtent des buts. Il l'a fait, mais pas assez à mon goût. Donc, en l'état, c'est encore un petit peu juste pour changer. Voilà, Monaco donc se qualifie. Pour le moment, il y a eu 7 rencontres. Lyon est passé, Laval, Le Puy, Brest, Valenciennes et Nice. Le PSG mène à la mi-temps 1-0 à Orléans. Il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Il mène 1-0, but de Mbappé, bien entendu. Et donc, les 8 autres rencontres auront lieu demain. Donc, on fera peut-être une émission en live sur Twitch pendant le tirage, comme on avait fait la dernière fois. Mais bon, la dernière fois, c'était aussi dans la continuité du débrief. Donc, vraiment pas certain que ça soit le cas ce coup-ci, mais on vous tient au courant. La dernière rubrique désormais, Flo, c'est les pronos. La semaine dernière, donc pour ce match, j'avais pronostiqué doublé de Balogun. Blup. Quentin avait dit victoire par un but d'écart. Pas bon non plus. T'étais pas loin quand même, parce qu'il a participé, aux 2 buts. Et t'étais pas si loin. Moi, je te donne un petit point quand même. Je suis quand même. S'il en avait marqué un, ok, mais il en met même pas un, donc je suis quand même ouais. Je suis quand même un peu loin malgré tout. Tu vois, j'aurais dû partir sur Ben Yedder. En plus, j'ai hésité. Hein. Dans ma tête, c'était soit Balogun, soit Ben Yedder, au moins 2 buts. Et je me suis dit bon allez, Balogun, là ça va le relancer. Bon, il fait un bon match encore une fois, mais un match correct, mais il n'est pas buteur. Le prochain match de Monaco, alors si je dis pas de bêtises, c'est Marseille. Alors, c'est Marseille samedi prochain, ouais. Et juste le tirage, c'est demain. Pour indiquer à tout le monde, le tirage des 8e, c'est demain. Ok. Il y a pas de match là. Ah, ils le font peut-être avant. Ils le font après. Ah non, je pense qu'ils le font après, ouais. Après les matchs. De temps en temps, ils le font avant aussi, hein, ce qui fait que tu vois qu'il y a une affiche où il y a écrit où il y a 2 oui, possible. potentiels. Parce que faire
Bah, je sais pas s'il y a un match à 21h demain, mais. J'ai pas d'heure pour le tirage, mais je sais que c'est demain. Ok, Ah d'accord. si, 20h, pardon, excusez-moi, ce sera autour de 20h, entre 20h et 20h45. C'est ça. Donc c'est avant Rennes-Marseille. Donc il y aura une affiche où il y aura écrit Voilà. ou Rennes ou Marseille. Ok, bon bah donc c'est demain. Mhm. Donc le prochain match, bah c'est Marseille, une nouvelle fois. On les aura Ouais. peut-être tirés en coupe, hein, voilà. Après, est-ce qu'ils vont gagner à Rennes? Ça, c'est pas gagné. Marseille, 21h samedi prochain au Vélodrome. Monaco qui les a battus à l'aller. C'est un des rares vrais bons matchs de la phase aller contre une grosse équipe, hein. Il y avait eu Lens, mais contre un Lens qui était clairement pas remis de ses festivités de la deuxième place. Quel est ton petit prono à Marseille? Marseille qui est également très touché par la CAN, hein, parce qu'il leur manque à peu près Ouais. autant de joueurs que nous. Bah moi je vais faire je vais pas faire un prono fou comme on fait d'habitude, mais je pense que la tendance, surtout ils sont à la maison, je pense pas qu'on a une tendance si géniale que ça en Ligue 1, hein, on s'entend. Eux ils sont pas non plus totalement sereins sur les derniers matchs, mais ça fait un bout de temps qu'ils perdent plus. Mais je pense que la tendance serait plutôt à dire, à mon avis, les bookkeepers, les bookmakers, pardon, vont plutôt mettre Marseille favori. Moi, je vois bien un match nul, voilà. Un petit match nul. Ah oui, là, c'est le pari. Oui, c'est le pari de base. Ah, c'est Ben le voilà, pari je fais papy, un quoi. pari de base. D'accord. C'est le pari papy, ouais. Ok. Non, mais parce que j'ai envie aussi qu'on soit dans une dynamique positive. Alors Oui. là, c'est un pari de l'espoir aussi, parce que j'ai pas envie qu'on s'en prenne 3 ou 4. Je pense pas. En ce moment, Marseille met pas non plus des pions à qui que ce soit. Je vais faire aussi un pari façon Winamax ou tout autre site de paris sportif. Monaco, les deux équipes marquent. Voilà. C'est le pari Voilà. basique dans plein de trucs, mais voilà. Monaco, mais les deux équipes marquent. Mais regarde, on prend quand même pas mal est-ce que de ça buts. ne serait pas est-ce que ça ne serait pas pour la première fois dans l'histoire de Radio Diagonale les deux paris bons pour la semaine prochaine? Alors, ça va être attention, compliqué, on se donne rendez-vous. Un Flo. partout et on est bon. Non, Flo. Moi, je dis Monaco et les deux équipes marquent. Donc, ça va être compliqué qu'on ait tous Ah, les deux tu as bons, dit Monaco gagne. Ah oui. Moi, je dis Monaco, mais les deux équipes Ah, marquent. pardon. Donc, pardon. Bon, alors non. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il y a on peut presque dire 2 chances sur 3 que ça fonctionne. Parce que même si on gagne, j'ai quand même beaucoup de mal à pas nous voir encaisser de but. C'est possible, hein, mais... Ouais. Voilà, en tout cas, merci Ouais. de m'avoir accompagné. Donc le tirage, c'est demain. On va bien voir sur quoi on va tomber. Le prochain débrief, ce sera donc samedi prochain, certainement en enchaînement du match, même si samedi 21h, c'est pas toujours évident que tout le monde soit dispo. Moi, par exemple, ça sera pas mon cas. Donc, à voir si les autres le seront. Peut-être une émission, Gazette dans la semaine. Nous verrons. En tout cas, merci Flo de m'avoir accompagné. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.